Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Le titre de cette vidéo, quel bazar! Un ensemble d'éléments d'informations assez significatifs. Significatifs de la descente. Alors j'ai envie de dire la descente aux enfers, mais ça serait peut-être un peu trop. Pour commencer, vous avez sans doute vu qu'à la télévision, il y a eu cette semaine un grand retour, celui de Caméra Café. Alors, si vous connaissez, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, Caméra Café, c'est une émission de divertissement qui est née en 2001 et qui s'est arrêtée en 2004, sur une idée originale de Yvan Le Bolloc, qui à l'époque, en 1995, était en duo avec Bruno Solo, qui agissait à l'époque pour Canal+, je ne sais pas si c'était encore dans l'émission Le Plein de Super, où c'était une émission de musicale, essentiellement, où ils avaient un gros truck chromé américain qui se baladait en Paris, et à l'intérieur, eh bien, ils faisaient des interviews de célébrités, de chanteurs, faisaient des promos, etc. Et il se trouve que ce n'est que... Alors l'idée de 95, ce n'est qu'en 2001 que finalement c'est M6 qui va accepter le projet, et l'idée a plutôt bien fonctionné puisque c'était un format très très court, ça durait je crois 4 ou 5 minutes grand maximum, et qui était souvent diffusé juste peu avant 20h, c'est-à-dire que c'était un programme juste avant l'accès des messes du 20h de journal télévisé. Et ça a eu son petit succès, tellement un bon succès que ça a permis évidemment aux deux compères de véritablement se lancer dans leur carrière respective, à la fois Bruno Solo en tant qu'acteur et Yvan Le Bolloc en tant que musicien. Alors, je vais essayer d'être objectif. Pourquoi? Tout simplement parce que ces deux personnages, je les ai rencontrés. Et d'ailleurs, je peux même... le micro, je peux même vous montrer que ici, voilà, ça c'était Bruno Solo, et ça c'est le moment où j'ai discuté assez longuement avec ce monsieur, voilà. Donc les deux personnages, je les ai rencontrés, c'était à l'occasion de la sortie, non pas du premier film, mais leur deuxième film toujours inspiré de Caméra Café, qui était je crois le Séminaire. Alors le concept est ce qu'il est. On aime, on n'aime pas. Le fait est, c'est que néanmoins, ça a été un succès. Ça a été un succès. Je rappelle le concept. Il s'agissait en réalité d'une caméra, d'un plan unique, de la vision même de la machine à café, et passer devant différents personnages d'une société qui était une société, je crois, de matériel, de musculation électrique ou un truc comme ça. Mais évidemment, les personnages étaient relativement caricaturés, mais n'en était pas moins le reflet de certains personnages que nous pouvons ou que nous avons pu connaître dans la réalité professionnelle. Et au vu du succès, Le Bolloc et Solo ont décidé tout simplement de faire pour les 20 ans de cette émission, tout simplement de refaire un épisode, ou tout du moins plusieurs épisodes, avec une sorte de petit film documentaire, long métrage, etc. Il semblerait que la diffusion ait été plus ou moins un succès. Sauf que, je pense que nos deux compères, alors je rappelle quand même qu'ils sont plutôt des gens de gauche, pas des gens de droite, que le concept est quand même bien clair. Il s'agit quand même de personnages caricaturés avec vraiment parfois les mauvais côtés que nous avons dans la nature humaine. Ça passe à la fois la bêtise, la stupidité, la convoitise, l'arrivisme, la cupidité, je l'ai déjà dit, la naïveté, etc. Donc voilà, ce sont un petit peu les travers, mais des travers qui finalement nous donne ce sentiment parfois d'affection vis-à-vis de ces personnages, même au-delà de leur travers. Et donc, je disais, malheureusement, si en 2001, le concept fonctionnait, le concept était accepté, et après le libre choix, le libre arbitre de chacun d'aimer ou de ne pas aimer,
Aujourd'hui, le Bollock et Solow sont en train de se fracasser contre le mur de la bien-pensance. Et oui, en 20 ans, les mentalités ont évolué. En 20 ans, on ne peut plus plaisanter comme on plaisantait il y a 20 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus s'amuser des travers de certains humains qui peuvent toucher à la fois la personnalité, le caractère, ou voire même le physique. Et certains médias ont commencé à critiquer Caméra Café comme étant sexiste, grossophobe, raciste, enfin, tout y passe. C'est-à-dire que ces bien-pensants sont en train donc complètement de décontextualiser le programme en tant que divertissement, mais comme je vous l'ai dit, s'amusant, comme s'amusaient les films des comédies françaises des années 70 et 80. On se souvient de Louis de Funès. Louis de Funès était quand même un acteur qui jouait énormément les personnages, qui avaient beaucoup de travers, qui étaient des caractériels. Et c'est ce qui faisait rire, parce que c'était une façon pour nous, Français, de rire un peu de nous-mêmes, justement de nos imperfections, de nos nos imperfections à la fois en tant qu'individu, mais aussi par rapport à la société. Sauf que ça, aujourd'hui, ça ne passe plus. Ça ne passe plus parce que aujourd'hui, nous avons des générations de gens qui sont des vertueux et qui sont prêts à sauter à la gorge à quiconque s'amuse, fait de l'humour sur des sujets que eux considèrent comme sérieux. Rendez-vous compte. Plaisanter sur des gros. Pensez-vous franchement que les gros aujourd'hui apprécient qu'on se moque d'eux? Mais c'est ça le pire, c'est que ces gens se positionnent dans une sorte de vérité absolue, de défendre des minorités, de défendre des catégories de personnes, alors que ces catégories de personnes, oui, peut-être que dans l'eau, il y en a certains qui se sentent un petit peu attaqués, mais d'une façon générale, c'est de l'humour. Mais évidemment, l'humour, tout est dans la diversité des caractères et des sensibilités. Si la majorité des gens vont comprendre que c'est de l'humour et vont rigoler, il n'y a pas à mal, ça ne veut pas dire que parce que vous rigolez, c'est se moquer méchamment. Vous savez, aujourd'hui, on a l'impression que ces gens-là sont en train tout simplement de prendre référence cette fameuse histoire qui dit « Vous pouvez rire des Corses, mais il ne faut pas le faire ». C'est exactement ce qu'ils sont en train de nous imposer. C'est-à-dire, oui, on ne remet pas en question la liberté de plaisanter, mais il ne faut pas le faire. Et c'est le pire, c'est que sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui sont carrément dans la véhémence. Et ces gens-là, on a envie de leur dire, dans ce cas-là, si ce genre de programme ne vous plaît pas, si ce genre de programme, vous considérez que ça ne devrait pas être diffusé à la télévision, et dans ce cas-là, faites des pétitions pour interdire toutes les vidéos sur YouTube, toutes les archives, tous les textes, tous les sites qui font référence à Coluche, à Leluron, à Desproges, à Dieudonné, et à tous ces comiques qui savent jouer, je pense par exemple à Proust, Gaspard Proust, de temps en temps, tacle bien, lui aussi. Il y en a certains qui commencent à l'attaquer pour son sentiment soi-disant raciste. Se moquer de la diversité, c'est pas bien. Plus ça va, plus on descend dans la médiocrité. Et ça devient grave. Et on continue dans la chute. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'en Ukraine, les questions étaient de savoir qui allait envoyer des chars. Sauf que les chars, il y a 4 modèles. Vous avez le modèle américain, le Abrams, vous avez le modèle français, le Leclerc, vous avez le modèle allemand, le Léopard, et le modèle anglais, dont le nom, je l'avais il y a 5 minutes, mais qui vient de me sortir de l'esprit. Donc ces 4 modèles sont les modèles de chars qui étaient probables d'être envoyés en Ukraine. Sauf qu'évidemment, les Britanniques, eux, veulent l'envoyer, mais ça pose un problème parce qu'ils n'en ont pas assez.
Idem pour la France, qui n'en fabrique plus depuis 2008. Donc on ne va pas se démunir, se dépouiller, se déshabiller de nos propres chars, vu qu'on n'en a pas énormément. Et puis évidemment, là maintenant il y a les Allemands. Alors les Allemands, évidemment Scholz, qui est le doigt sur la couture, aux ordres de Washington. Sauf qu'au niveau du Parlement, ça n'est pas passé. Sauf que, enfin, c'est pas le Parlement allemand, c'est la réunion Rammstein, où ça n'est pas passé. Mais apparemment, il semblerait que Washington a décroché son téléphone, a appelé Scholz en disant non, dis, tu te démerdes, mais tes chars, tu les envoies en Ukraine et basta. Et actuellement, au moment où je vous parle, on est sur un ni oui ni non de savoir est-ce que les Allemands vont envoyer des chars Léopard. Alors, on essaie de caresser dans le sens du poil les Polonais. Alors les Polonais, ouais, ils sont d'accord pour les envoyer, mais vu que les Allemands disent, ouais, mais attendez, les chars, c'est les nôtres. Donc ça veut dire que nous allons être obligés quand même, nous, d'alimenter en matériel, en maintenance, en réparation, en munitions. Puisque c'est nous-mêmes qui vous fournissons, vous, les Polonais. Donc c'est une cagade, quoi, en fait. C'est d'autant plus une cagade que, je rappelle quand même, qu'en rapport de force, c'est le top des pays qui ont le plus de chars à leur disposition. Et vous remarquerez, ne cherchez pas la France, elle n'est pas dedans. Eh oui, la France. Mais la France, c'est quelque chose de particulier, c'est que la France, elle a quand même la stratégie nucléaire. Mais quand même. Si dans les années 90, on s'était dit, ouais, ça y est, c'est bon, la guerre froide, c'est fini, donc maintenant, le budget militaire, allez-y mollo. La France s'est tellement reposée sur sa stratégie nucléaire, la France s'est tellement reposée sur les alliances. La France, à un moment donné, a fini même par se rejoindre, retrouver le commandement militaire de l'OTAN, alors que De Gaulle, justement, s'en était retiré. Ben, il y a un moment donné, avec les fameux les fameux livres blancs, hein, vous vous souvenez, de cette armée à qui on lui a dit de serrer la ceinture. Tout le monde, certains se souviendront de ce fameux logiciel Louvois qui a quand même foutu pas mal dans la merde un certain nombre de nos militaires. Et aujourd'hui, ben, on voudrait envoyer des chars Leclerc à l'Ukraine. Je rappelle que normalement le renouvellement des chars français, en fait, on espère le fameux char franco-allemand pour 2035, si ma mémoire est bonne, ou 2030. Bon, sauf que les Allemands, ça fait quand même déjà plusieurs fois que là, ils nous la jouent à l'envers. On se souvient du fameux Eurocopter. Est-ce que dans le gouvernement français ou dans la haute fonction publique, est-ce qu'il y en a quand même certains qui se disent est-ce qu'on va attendre de se faire enculer par les Allemands, qui au dernier moment vont dire bah non, nous tout compte fait, on va faire notre char à nous. Vous les Français, démerdez-vous. Et on va se retrouver en slip, sans projet, sans char pour renouveler, ou ah vous, non, on le sent venir, de loin. Et puis le char allemand, le Léopard, c'est celui qui a été le plus produit. Donc, fatalement, si les Allemands envoient des chars en Ukraine, ça les démunit pas trop. Même si, encore une fois, je rappelle que l'Allemagne est toujours en retard sur l'attribution d'une partie du PIB, je crois qui est de 3%, pour le budget militaire. Parce que oui, l'Allemagne, elle souhaite vouloir se réarmer. L'Allemagne souhaite avoir de nouveau une armée défensive. Je sais que malheureusement, beaucoup de nos générations qui ont connu les années 30 sont en phase de disparaître. Et de nous rappeler à notre mémoire ce qui s'est passé suite au traité de Versailles et d'autres phénomènes en Allemagne qui ont à un moment donné finalement permis une certaine idéologie de réussir à progresser et finalement de réarmer le pays. Et la suite, on la connaît. Alors évidemment, je ne veux pas faire planer le spectre que oui, attention, si on réarme l'Allemagne, elle va nous redéclarer une troisième guerre. Mais allez savoir.
Preuve en est, regardez l'Ukraine. Mais en réalité, ce qui fait peur, ceux qui savent encore un peu, tôt soit peu, réfléchir, et qui ne sont pas des va-t-en-guerre, c'est que si on envoie des chars pour soi-disant aider les Ukrainiens à reconquérir des terrains, chose qui, entre nous soit dit, personnellement je pense que les Ukrainiens ne récupéreront jamais la Crimée, et encore moins, je pense, le Donbass, si ce n'est une intervention militaire directe de la part de l'OTAN, mais là, dans ce cas-là, aux abris, parce que je pense que les missiles nucléaires vont être certainement mis à contribution. Ces experts intelligents savent que si on envoie du matériel, alors il paraît que certains déjà matériels qui ont été envoyés en Ukraine, les Ukrainiens ne s'en servent pas et les ont planqués dans des centrales nucléaires, pour être sûr que les Russes ne risquent pas d'envoyer des missiles pour les démolir. Mais j'ai envie de dire, le matériel, il sert pour faire la guerre, il ne sert pas pour être planqué dans des centrales nucléaires. Et donc ce qu'ils ont peur, c'est que la Russie monte crescendo et mette dans cette guerre en Ukraine beaucoup plus d'hommes, beaucoup plus de matériel. Et que finalement, les quelques petites dizaines de chars que nous allons envoyer en Ukraine, à peine ils vont sortir du coin de la forêt, qu'ils vont se prendre des missiles anti-chars dans la tronche. Et on viendra à la case départ. Et puis, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la montée crescendo de la russophobie. Oui, on le voit bien. Cette russophobie, aujourd'hui, elle est alimentée. Nous avons même Zelensky qui a demandé, entre guillemets, pour ne pas dire ordonné, à Paris, de refuser tous les athlètes, tous les sportifs russes pour les Jeux de 2024. Vous imaginez que si jamais la France décide de refuser les athlètes russes, non seulement c'est confirmer le dévoiement et la corruption totale du principe même de ce que sont les Jeux Olympiques. Je rappelle que les Jeux Olympiques, même pendant la guerre froide, il y a eu en effet les Américains qui avaient boycotté les Jeux de Moscou, mais sur les autres Jeux, les Russes ont toujours été acceptés. Alors, oui, il y a eu des scandales, il y a eu des affaires, surtout de dopage, etc. Mais au moins, voilà, il y a de la participation. C'est-à-dire que l'enjeu politique ne justifie pas de sanctionner ou d'interdire un pays sous prétexte parce que, etc. Même les Cubains, pourtant. Les Cubains ont participé à des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Sauf que là, on instrumentalise n'importe quoi pour systématiquement torpiller la Russie. La Russie elle fait la même chose. C'est que désormais, tous les intérêts occidentaux, quels qu'ils soient, et pas seulement du gaz et du pétrole, tous les marchés qui sont encore actifs en Russie, de la part de marques européennes, ils vont dire, dégagez. Vous voulez jouer à ce petit jeu-là, pas de problème, on va jouer. Mais je ne suis pas certain que, et ça c'est malheureusement la chose la plus importante à mon sens, que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que depuis 30 ans qu'on fait de la mondialisation, il y a beaucoup de pays européens aujourd'hui qui sont dépendants d'acteurs, de certains acteurs qui, eux, ne se positionnent pas contre la Russie. Au contraire, je vous signale quand même que les Américains achètent aujourd'hui du pétrole et du gaz, en partie, qui a des origines russes. Après, évidemment, c'est de la subtilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent à l'Inde, ils achètent à certains pays, comme la Turquie, mais ils n'achètent pas directement russe. Oui, attendez. Vous imaginez bien que Erdogan, il n'est pas con. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il achète du pétrole et du gaz russe.
il le stocke, et puis après il dit, bah, moi j'ai du stock, j'ai de l'excédent, si vous voulez, je suis prêt à vous le vendre, mes chers Européens. Ah oui, bah combien? Ah bah, par contre, je ne vous le fais pas au prix du marché, hein. Je vous le fais avec quand même une petite marge. Mais il vient d'où votre pétrole? Ah mais ça c'est confidentiel. Ah bah si c'est confidentiel, d'accord, on est prêt à payer plus cher, mais au moins de sauver les meubles. Ben oui, non mais... Vous voyez l'hypocrisie absolue. Vous avez même les Allemands qui aujourd'hui réclament que Gazprom, que les Russes réparent le Nord Stream. Mais vous en foutez de savoir qui l'a fait sauter? Ah mais nous on s'en fout de savoir qui l'a fait sauter, de toute façon c'est que c'est vous qui l'avez fait sauter, donc c'est à vous de réparer, c'est à vous de réparer vos conneries. Ouais, sauf que les différentes enquêtes qui ont été faites, comme par hasard on n'entend plus parler, parce qu'elles démontrent que c'est pas les Russes qui ont fait péter le truc. Qu'il y a beaucoup d'éléments qui démontrent qu'en réalité ce serait bien un occidental en particulier qui aurait fait péter le Nord Stream. Sauf que le problème, c'est que cette capacité absolue à être mauvais joueur, à être hypocrite, à être dans cette véhémence de systématiquement toujours tout mettre sur le dos des Russes, et même pas n'admettre que dans certains contextes, certaines situations, bah une guerre c'est une guerre. Hein. Donc trouver qui est le plus vertueux et qui est le plus démoniaque, il n'y en a pas. Mais ça c'est pareil. On a tellement éduqué des générations au principe que dans une guerre il y a forcément un gentil et un méchant, et qu'il faut montrer et dénoncer le méchant, mais pas montrer ce que parfois le gentil peut aussi être dans des actions. Et d'ailleurs, la preuve en est, hein, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des civils, des enfants, des femmes qui sont tués en Ukraine, c'est toujours sous des attaques russes. Mais quel est l'intérêt des Russes de tirer sur des zones urbaines, civiles? C'est quoi? C'est parce qu'ils veulent faire un génocide? Ils veulent tuer les Ukrainiens? Je ne sais pas, mais si on se met du côté des Russes, les Russes, ils n'ont pas d'intérêt de tuer des civils, parce que déjà au sein du peuple russe, c'est... Vous voyez bien en France. En français, si demain on vous dit que les Français, ils ont massacré des Maliens, ils ont massacré des Rwandais, ou les Français disent ouais mais non, il faut faire des enquêtes, il faut envoyer les responsables devant le tribunal pénal international. En revanche, quand c'est des Ukrainiens, c'est bizarre, les Ukrainiens, ils font de la guerre propre. Eux, ils tuent pas de civils, ils tuent pas d'enfants, ils tirent pas sur des zones civiles, ils se planquent pas dans des zones civiles, ils planquent pas des artilleries dans des zones urbaines denses. Non, non. Non, les Ukrainiens, c'est des gentils petits soldats qui vont la fleur au fusil aller se battre avec les méchants Russes. Sauf que, évidemment, quand là on apprend qu'il y a pas mal de ministres du gouvernement ukrainien qui viennent de se faire limoger, on se demande bien pourquoi. Parce que, malheureusement, peut-être qu'il y a certaines études de gens sérieux, crédibles, qui commencent à faire remonter des informations en disant, dites, vous êtes gentil d'aider l'Ukraine avec de l'argent, du matériel, etc. Sauf que, je rappelle quand même que vous avez le président, je ne sais plus de quel pays, je ne sais pas si c'est le Kenya, qui a quand même envoyé un courrier à la Fédération des pays d'Afrique, aux différents présidents des pays d'Afrique, en disant que il commençait à avoir des armes apparaître dans certains pays africains qui ne sont pas des armes. Étrangement, on se dit, tiens, c'est bizarre hein, que tout d'un coup, on a trouvé des stocks d'armes à vendre aux pays africains. Et ça, évidemment, non, ça, il ne faut absolument pas le voir. Si ce n'est quand même
le journal télévisé de France Télévisions, qui semble avoir fait quand même un reportage qui dénonce qu'il y a de la corruption à Kiev. Qu'en effet, peut-être que les milliards de dollars ou d'euros qu'on a envoyés en Ukraine, il y en a une partie... Comme d'ailleurs on se pose la question, qu'est-ce que ces milliardaires ukrainiens font dans les stations de ski françaises, à faire la teuf, à faire des parties monstrueuses, avec quel argent? L'argent il vient d'où? Moi j'ai envie de dire, ces milliardaires ukrainiens, s'ils défendent leur Ukraine, s'ils sont derrière Zelensky, ils financent, qu'ils aident leur pays. Sauf qu'apparemment non. Donc si vous voulez, il y a plein de choses assez malsaines et incohérentes qui commencent à remonter à la surface. Donc on comprend que quand il s'agit d'envoyer des chars en Ukraine, ça tique un peu. Et à raison. D'autant plus que les Américains, et ça je vais le répéter pour terminer, ont la ferme intention d'utiliser l'OTAN pour mettre en première ligne de front l'Europe. Parce que oui, il y a des Américains dans certains pays européens, il y a des Américains d'ailleurs qui viennent de débarquer en Pologne, mais c'est sous l'égide de l'OTAN. Ce sont des participations d'un des pays membres, pays fondateurs de l'OTAN, mais ce n'est pas directement l'armée américaine. Quand on envoie, par exemple, des soldats français sous l'égide d'un mandat de casque bleu, c'est pas l'armée française, c'est une armée sous égide de casque bleu. Donc si vous voulez, alors c'est compliqué évidemment, ces statuts, ces légitimités, etc. pour faire des guerres. Mais je rappelle que au jour d'aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas déclaré la guerre à la Russie n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine. En revanche, si jamais un seul pays de l'OTAN débarque en Ukraine avec son armée sous mandat de l'OTAN, la Russie pourra exiger de savoir sous quels critères, sous quelles raisons, et que, vu que l'Ukraine n'a aucune alliance avec ni aucun pays de l'Union européenne, ni aucun pays de l'OTAN, à partir du moment où un fusil américain, ou un fusil français, ou un fusil allemand, ou un fusil polonais, ou un char allemand détruit un char russe, eh bien Poutine sera parfaitement en légitimité de dire « Je déclare la guerre à la Pologne. Je déclare la guerre à l'Allemagne. Je déclare la guerre à l'OTAN. » Sauf que je souhaite pour vous que ça n'arrive jamais. Je pense que vous comprenez pourquoi. Et enfin, je vais terminer avec ce qui se passe actuellement à Bruxelles, au Parlement européen. Je rappelle, il y a deux affaires. Il y a l'affaire de Pfizer qui semble démontrer qu'il y a une collusion avec von der Leyen, et l'affaire du Qatargate. Sauf que vous remarquerez que vos médias n'en parlent pas du tout. Sauf que là, il semblerait qu'il y a des informations qui sont tombées entre les mains de gens, et des gens ont l'intention de les révéler pour compromettre certainement la crédibilité et le crédit d'un certain nombre de parlementaires européens. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir une extension sur l'institution même du Parlement européen du Qatargate. Et qui plus est, les parlementaires européens qui ont lancé une procédure pour déclencher une commission d'enquête sur les contrats Pfizer, en ayant l'intention de convoquer pour une audition la présidente de la commission, Mme von der Leyen, je rappelle que la procédure est en cours, mais qu'il y a de fortes chances qu'elle n'accède nulle part. Parce que, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, même si la présidente de l'Union européenne, la présidente du Parlement européen accepte et valide la commission, elle pourra tout à fait convoquer von der Leyen. Von der Leyen a parfaitement le droit de ne pas
se présenter. D'ailleurs, il y a un journaliste, je ne sais plus, je crois que c'est un journaliste canadien, je crois, etc., qui a réussi à choper le président de Pfizer pour lui poser la question, justement, mais pourquoi vous n'avez pas répondu à l'invitation de la commission d'audition parlementaire européenne? Évidemment, le mec n'a pas répondu. Donc, suivez bien ce qui se passe là-bas, parce que on risque d'en entendre parler, ou enfin pas par les médias mainstream, parce que eux, de toute façon, ils ont reçu des ordres qu'il fallait étouffer absolument l'affaire. Mais on en reparlera parce que je pense qu'il va y avoir d'autres révélations. Pour terminer, je donnerai le petit reportage de Monsieur Plein, vous savez, ce petit débunker, hein, ce diseur de bonne vérité, qui nous a fait un petit documentaire, qui a fait toute sa promo sur les réseaux sociaux, sur son petit reportage à Davos. Sauf que, alors déjà il s'est fait un petit peu bousculer parce que il y a une personne qui lui a dit mais attendez, quand vous avez interviewé Klaus Schwab, pourquoi vous avez parlé en anglais alors qu'il parle le français? Et le mec, qui est débunker hein, quand même, hein, donc le mec est censé quand même analyser, étudier son dossier, etc., ne savait pas que Klaus Schwab parlait français. Ça fout mal quand même. Et du coup son reportage, ah oui bien sûr, oui. Il a été interrogé des gens pour dire oui, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a des gens qui considèrent que Davos, c'est les complotistes, etc. Sauf que M. Plein, il a oublié une chose, c'est que Davos, c'est comme son reportage, c'est qu'une vitrine. Que les décisions, les réelles décisions, elles sont prises ailleurs. Que Davos, ce n'est qu'une exposition. Ce n'est qu'un test, ce n'est qu'une fanfaronnade, où des gens commencent à parler de choses pour, justement, en tant que vitrine, commencer à allécher l'opinion, commencer à séduire l'opinion vers des probables orientations. Ce qui se dit à Davos nous permet à nous de confirmer ce dont on entend parler ailleurs. Et mettant de cause à effet, mettant en lien ce qui se dit à Davos avec d'autres faits, nous autorise en effet à élaborer la possibilité que nous sommes en train de voir une sorte de préparation de l'opinion, une sorte d'investissement, de projet pour accéder au consentement des peuples dans ces orientations. Ce que évidemment M. Plein n'a absolument pas soulevé, lui s'est juste contenté de demander à des gens à Davos qu'est-ce qu'ils pensaient du fait qu'il y avait des complotistes qui pensaient que Davos c'était la réunion des maîtres du monde. Scolaire, infantile, idiot et stupide. Et c'est quand même ce genre de personne qui a vitrine, qui a pignon sur rue pour débunker des fake news et vous dire des vérités. On n'est pas dans la merde. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Soyez alertes. N'hésitez pas à faire des commentaires parce que ça secoue les algorithmes. Ça permet comme ça de voir la vidéo, de mettre un petit peu plus en avant du fait qu'on constate qu'en effet, il y a plus de vues que d'habitude sur mes vidéos. Et c'est tant mieux. Même si, je rappelle, je ne suis pas monétisé. À très bientôt et portez-vous bien.